Très rapidement, Talibé, donc on s'intéresse à cette tournée, à cette offensive diplomatique du FNDC qui, après une tournée en Europe, était récemment du côté des États-Unis où le front a eu plusieurs séances de travail, plusieurs rencontres. Oui, plusieurs rencontres. On les a vues d'abord dans un premier temps du côté de l'Europe où ils ont pu rencontrer des autorités françaises, mais aussi du côté du siège de l'Union européenne. À Bruxelles. À Bruxelles. Après, cap sur les États-Unis où ils sont depuis pratiquement la mi-juillet. Ouais. Donc, plusieurs rencontres prévues, d'autres ont déjà eu lieu avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, mais aussi le NDI et le Congrès américain. Le département d'État aussi. Le département d'État. Donc, le FNDC fait flèche de tout bois sur le plan diplomatique, donc mettant comme à profit la période de trêve décrétée par les forces vives de Guinée. Bien, on va aller droit au but, Talibé, si tu permets, pour joindre Bilo Adiasaba, membre de la coordination du FNDC, qui est en direct depuis les États-Unis. Bonjour, monsieur Biloba. Bienvenue. Bonjour Aboubakar et bonjour à toute l'équipe et à vos millions d'auditeurs et bienvenue sur nos antennes. Allez-y, Bassiko. Merci. Alors, vous êtes en tournée en Europe et aux États-Unis. Dites-nous quel est l'objet de cette offensive diplomatique et est-ce que aujourd'hui cette voie diplomatique a fini donc par remplacer les manifestations de rue que vous avez privilégiées jusque-là? Effectivement, tournée que nous avons engagée aux États-Unis, c'est suite à une tournée qu'on a déjà eue en Europe, avant même mon arrivée en Europe, qui avait été dirigée par le coordinateur national du FNDC, Ponkenenge. Oui. Donc, aussitôt, nous avons posé nos valises aux États-Unis pour rencontrer la communauté internationale. Comme vous le savez, la France, les États-Unis, les Nations Unies font partie des éléments clés, les composants principaux de la communauté internationale. Ouais. Nous avons commencé par les Nations Unies, par rencontrer le département du Haut-Commissariat des droits de l'homme par rapport à tout ce qu'il y a eu comme violation des droits humains et particulièrement les assassinats qu'on a dénombrés au nombre de 25 et les blessures graves, la restriction de l'espace civique. Et aussitôt, nous avons aussi continué nos démarches au niveau de la division Afrique de l'Ouest chargée des affaires politiques, de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Et pratiquement, nous avons tenu le même discours. Nous avons demandé à cette haute instance dirigeante du monde dans lequel nous nous trouvons actuellement de vraiment jouer leur rôle qui consiste à vraiment s'engager dans la prévention des crises comme c'est la mission principale des Nations Unies. Et après les Nations Unies, nous avons continué au niveau du département d'État américain où nous avons rencontré les premiers responsables et nous avons échangé avec eux. Nous leur avons demandé de vraiment jouer le rôle de responsable moral par rapport à la préservation de la démocratie dans le monde et la lutte contre l'accession au pouvoir par les armes et la préservation du respect des états de droit dans les pays membres des Nations Unies et qui pratiquement la plupart des dirigeants, lorsqu'ils accèdent au pouvoir après leur règne, ils souhaiteraient venir passer le restant de leur vie aux États-Unis ou en France. Ouais. Et après, le département d'État, nous avons continué également au niveau du National Democratic Institute qui est chargé de participer à la gestion efficace des élections et qui a un rôle aussi préventif. Nous avons échangé avec eux, nous avons attiré leur attention sur le fait que les MATD souhaiteraient organiser les élections et nous avons des réserves là-dessus et nous avons partagé ces réserves. Et lorsqu'on a rencontré toutes ces institutions, ils nous ont fait savoir qu'ils pourraient intervenir sans qu'il y ait ingérence, mais ils ont des outils qu'ils peuvent utiliser pour vraiment mettre la pression sur ces autorités-là, parce que nous soupçonnons le CNRD de vouloir se maintenir au pouvoir. Vous avez constaté ces derniers temps, les discours ont changé et nous allons vers un glissement de calendrier.
Et comme nous sommes des acteurs de la société civile très écoutés et qui bénéficient de la confiance de la communauté internationale, c'est ce qui fait que lorsque nous sommes inquiétés, ils font des sorties. Nous avons estimé qu'il y a nécessité vraiment de se soumettre à cet exercice qu'on a toujours l'habitude de faire avant de s'engager dans les hostilités, aller vers tous qui sont amis de la Guinée, toutes les grandes nations du monde, les chefs d'État, pour leur demander de jouer leur rôle avant que ça ne soit trop tard, parce que nous sommes dans une crise et nous souhaitons avoir une solution pour sortir de cette crise. Et c'est la même démarche qu'on avait engagée. C'est pour cela, j'ai même envie de dire que c'est bien fait pour la CEDEAO lorsqu'elle se trouve dans la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. D'abord, je rappelle que dans le même discours, nous avons attiré l'attention sur le fait que la communauté internationale n'est pas en train d'assez accompagner la CEDEAO, surtout par rapport au respect du principe de subsidiarité. Ils mettent beaucoup plus en avant leurs intérêts, les intérêts de partenariat d'État en État, au lieu de jouer leur rôle par rapport au renforcement du pouvoir de la CEDEAO. Et lorsqu'on avait effectué la tournée au lendemain de la prise de pouvoir par la junte guinéenne, nous avons fait 2 recommandations principales à la CEDEAO. La première recommandation, c'était de leur dire que lorsqu'il y a eu un coup d'État et que le coup d'État est déjà consommé, de vraiment chercher à être très réaliste et de proposer un délai réaliste et participer à l'élaboration des étapes clés vers le retour à l'ordre constitutionnel et accompagner les États dans ce sens. Ça, c'était notre première recommandation lorsqu'il parlait de 6 mois et que nous avions estimé que c'était vraiment un principe désuet et qui n'était pas réaliste de l'imposer aux États. La deuxième recommandation qu'on avait faite à la CEDEAO, nous avions estimé que pour que leur autorité soit effective, il fallait avoir une force anti-putsch, c'est-à-dire s'inscrire dans la prévention, parce que lorsque nous constatons actuellement que les 3 transitions soutiennent la 4e transition, nous nous retrouvons pratiquement dans des situations où il y a un recul démocratique et que les militaires veulent accéder au pouvoir. Et ceci pourrait même encourager des rébellions lorsqu'on constate que c'est par la voie de la force et des armes qu'on peut accéder au pouvoir. Donc nous avons attiré leur attention sur cela parce que lorsqu'on parle d'autorité, c'est lorsqu'il y a commandement et obéissance. Et lorsque la CEDEAO fait des injonctions à des États membres et que cela n'est pas suivi et que la CEDEAO n'a aucune possibilité de les amener à obtempérer, cela prouve à suffisance que ça peut affecter considérablement leur autorité. Donc voici la raison principale et l'une des motivations principales de la démarche que le FNDC a entreprise au niveau international. Parce que généralement, nous estimons qu'il serait mieux de rédiger des mémorandums, de sensibiliser, de contacter, de démarcher, parce que jusque-là, nous sommes disposés, après cette tournée, d'aller rencontrer le CNRD pour leur dire qu'on ne souhaiterait pas hypothéquer votre avenir parce que votre avenir ne va pas se limiter à cette gestion. Lorsque vous quittez le pouvoir et que vous vous retrouvez dans des situations de démêlés judiciaires, parce que nous avons effectivement aussi rencontré Human Rights First, qui est disposé à nous accompagner lorsque nous nous mettons à leur disposition tout ce que nous avons comme preuve matérielle des exactions commises en République de Guinée. Donc cela sous-tend que lorsque nous mettrons cela à leur disposition, il y aura des poursuites judiciaires. Et comme vous le savez, et j'insiste là-dessus, il est très difficile pour un Africain, aussi panafricaniste qu'il soit, de rester en Afrique et qu'il n'ait pas la possibilité d'accéder aux États-Unis, à la France et à beaucoup d'autres puissances internationales. Très bien dit. Bilo Adiasba, responsable à la mobilisation du FNDC. Oui, Bilo. Ça, c'est le premier volet de du mobile principal de la tournée qu'on a eu. Le deuxième volet porte sur la réactivation des antennes au niveau international. Comme vous le savez, lorsqu'il y a eu le coup d'État du 5 septembre, pratiquement, il y a eu une sorte de léthargie au niveau des antennes parce qu'ils estimaient qu'il y a eu, comment on appelle ça, un coup d'État qui a mis fin au 3e mandat et il fallait vraiment revoir et réorienter la stratégie de lutte pour la restauration de la démocratie. Beaucoup ont cru au discours du 5 septembre. Il y a eu des adhérents, donc il fallait vraiment démêler tout cela et réorganiser ces structures. Et nous avons eu la possibilité d'accéder très souvent à l'Europe et que nous avions fait des tournées là-bas et il restait les États-Unis et d'autres zones. Comme vous le savez déjà, le FNDC est représenté dans une vingtaine de pays en Occident, plutôt à l'extérieur du pays. Et si on avait la possibilité plutôt d'avoir des chiffres exacts
de la diaspora guinéenne, on pourrait même estimer que celle qui est à l'extérieur est plus grande que, ou plutôt les Guinéens de l'extérieur sont plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Donc ils peuvent jouer un très grand rôle dans la lutte pour l'instauration de la démocratie et l'état de droit en République de Guinée. Donc nous avons eu la possibilité d'avoir des mobilisations citoyennes, de rentrer en contact avec les responsables ici, d'échanger avec eux, de créer des contacts que eux-mêmes ils peuvent entretenir, et à travers ces contacts, nous avons même fini par découvrir, même si ça reste à vérifier, que le colonel Amara est venu aux États-Unis accompagné de M. Ousmane Doumbouya en catimini. Cela prouve à suffisance qu'ils ont compris que la mission que nous sommes en train d'entreprendre pourrait faire mal s'ils ne prennent pas garde. Et le mieux serait pour eux de faire en sorte que les étapes qu'ils ont élaborées, qui doivent nous mener vers le retour à l'ordre constitutionnel, soient effectives. Bien, Biloba, responsable de la mobilisation au sein du FNDC, en direct des États-Unis. Dernière question. Peut-être une question sortie de piste. Comment M. Biloba, qui par la suite, on l'a découvert, fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire sur la base, en tout cas, des réquisitions du procureur du tribunal de Dixine, et donc fait l'objet d'une interdiction de sortie au même titre que Ibrahim Diallo. Comment avez-vous procédé pour pouvoir finalement sortir? Ouais. Et peut-être cette autre question, quel va être l'agenda du front après l'expiration de la trêve? Par rapport à mon interdiction de sortie du territoire national, nous sommes légalistes, nous sommes toujours abattus sur la loi, raison pour laquelle on avait constitué tout un conseil qui nous accompagnait dans toutes les démarches qu'on entreprenait afin vraiment d'être respectueux des lois et principes de notre pays. Lorsque j'ai été empêché de sortir le 4 juillet 2023, aussitôt, au lieu de choisir une autre option, j'ai opté pour la démarche qui consiste à éprouver la justice de notre pays. J'ai aussitôt appelé le procureur Al-Kassimou Diallo pour lui demander quelles sont les motivations qui font que je fais objet d'interdiction de sortie du territoire national. Lui-même, il s'est mis à spéculer. C'est peut-être lié au fait qu'on vous avait imposé cela au moment où il y avait eu une arrestation mani militari des leaders du FNDC à notre siège le 21 juin 2021. Donc, et finalement, je suis rentré en contact avec notre avocat d'FPA et il a adressé un courrier au procureur pour que je puisse avoir la possibilité de sortir du territoire national. J'ai passé près de 2 semaines, alors que je devrais me rendre en France pour poursuivre mon traitement, près de 2 semaines à attendre la réponse du procureur général. Et finalement, j'ai fini par comprendre que lorsqu'une loi est injuste, il ne faut pas chercher à l'éprouver, il faut la décider. C'est comme ça que je me suis décidé à sortir du pays pour pouvoir vraiment Par quelle voie accéder à la France. Par quelle voie, Bilo? Je prête à la Toumba Diakité. Eh bien voilà. Voilà. Et c'est quoi l'agenda en 1 minute, s'il vous plaît? Comme vous le savez déjà, nous sommes dans une trêve qu'on avait, dans laquelle on s'était engagé lorsqu'on a estimé qu'il était nécessaire de permettre aux candidats aux différents examens de faire paisiblement leur examen, de permettre aux pèlerins de réveiller, mais ça coïncidait également avec la saison pluvieuse. Ouais. C'est pas opportun, il était très difficile pour nous d'engager des hostilités parce que très souvent ces hostilités se rapportent aux manifestations de rue au mois d'août. Donc, juste après cette période, et c'est pour cela que nous avons mis cette période à profit pour faire des démarches, pour être dans la prévention, pour être dans pour parler, le plaidoyer, ramener la gente à des meilleurs sentiments parce que nous leur soupçonnons de vouloir confisquer le pouvoir. Parmi les étapes clés, les 10 étapes clés qui mènent vers le retour à l'ordre constitutionnel, aucune étape n'est franchie à 1 an, 5 mois du retour à l'ordre constitutionnel et à 5 mois de l'année électorale. Jusque-là, pratiquement, il n'y a absolument rien, alors qu'ils sont là à demander à la communauté internationale qu'ils refusent de leur permettre d'avoir 650 millions de dollars pour pouvoir vraiment franchir ces différentes étapes. Ceci prouve à suffisance qu'il n'y a pas la volonté d'aller vers le retour à l'ordre constitutionnel et nous apprêtons et nous faisons appel
aux militants pro-démocratie de se mettre en ordre de bataille, parce que si nous n'obtenons rien au cours de cette trêve, les hostilités vont reprendre à partir du mois de septembre, si tout va bien. Bien. C'était donc Bilo Agiasba, responsable de la mobilisation au sein du FNDC depuis les États-Unis. Grand merci à vous, Biloba. On sait qu'il est presque 3h ou 4h du matin aux États-Unis. En tout cas, merci d'avoir veillé pour répondre à notre appel.